Bonjour et bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Ngawala et je serai le modérateur. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois sur notre page Facebook, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice afin de mettre un terme à l'impunité en RDC. Donc, si vous souhaitez vous engager et donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, j'ai cité le docteur Mukwege, vous pouvez aller sur notre site internet copax.org et vous cliquez sur adhésion. Il est vrai que ça fait un petit bout qu'on a pu organiser de webinaires. Et donc, le secrétariat général s'engage à reprendre ses bonnes habitudes. Et eu égard aux échéances électorales à venir, je pense que nous sommes tous appelés à réfléchir sur ce que nous voulons pour la RDC de demain, en ce compris en matière économique, en matière de justice, en matière de droits de l'homme. Et donc, pour ce faire, dans le futur, nous allons organiser des webinaires en faisant appel à tous les experts dont regorge COPAX et bien entendu aux différents acteurs de la société civile afin qu'ils puissent nous éclairer dans leur domaine d'expertise respectif. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème justice et crimes en RDC. Quid des recommandations du rapport Mapping? Avec nous, nous avons le professeur Pierre Kilele Mouzaliwa. Bonjour, professeur. Bonjour, Monsieur Edgar, Bonjour. et bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, le professeur Kilele est docteur en droit à l'Université nationale de Yokohama au Japon. Après avoir défendu sa thèse avec brio, il est rentré travailler en République démocratique du Congo, où il donne cours au département de droit économique à l'Université de Goma. Il s'est spécialisé sur les questions d'investissement, du numérique, de commerce et de l'environnement. En plus de cela, il est énarque de l'École nationale de l'administration de Kinshasa et il est de la promotion Laurent Désiré Kabila. Avant de lui passer la parole, j'aimerais bien remettre un peu notre discussion dans le contexte. Il faut savoir que le rapport Mapping dresse l'inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international commises sur le territoire de la République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003. Ce rapport examine 617 crimes les plus graves et il fournit des détails sur des cas de massacres, de violences et d'attaques contre les enfants. Et ce rapport conclut que la majorité des crimes documentés peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Bien entendu, des recommandations ont été faites et c'est ce à quoi nous allons nous atteler à discuter aujourd'hui dans ce webinaire. Professeur Kilele, vous avez, on va dire, plus ou moins 45 minutes. Il vous est loisible de nous éclairer sur la question. Professeur, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Edgar. Je remercie également tous les amis, toute la communauté COPAX, particulièrement le professeur Massoana. Et c'est pour moi une opportunité énorme de pouvoir effectivement partager avec les experts et la communauté en général sur cette question aussi importante
pour la société congolaise, mais qui a perdu sa vigueur, notamment dans les débats de société et les débats politiques au pays, sur le continent, ainsi qu'au niveau global. C'est ici effectivement l'occasion, avant que je n'introduise mon propos, de saluer le travail courageux que les gens, le docteur Mukwege et tout, hein, ils sont nombreux, hein, dont on ne connaît pas les noms. Ils font l'effort chaque jour pour que les crimes commis au Congo ne restent pas impunis. Donc, avant de commencer mon propos, je souhaitais saluer le travail que tout ce monde fait au Congo et partout ailleurs. Donc, voilà comme l'introduction a été faite. La thématique va effectivement porter sur le rapport mapping, les résolutions, les recommandations du rapport mapping, là où l'état des lieux de ces jours. Et je vais effectivement faire l'effort, et ce sera, je crois, personnellement, j'estime que ce sera la contribution énorme que j'aurais faite dans ce webinaire, c'est de donner les justifications immanentes, profondes de l'échec de mise en œuvre de justice pénale internationale en République démocratique du Congo. Je vais faire l'effort de l'entourer par quelques études des cas ailleurs dans le monde, effectivement, pour que je puisse poser les jalons de cette esquisse théorique. Donc, sans tarder, je vais donc la République démocratique du Congo à ce jour reste hein, jusqu'à présent l'unique théâtre où crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide s'entremêlent et se répètent à grande échelle depuis 1996 sans voir l'instauration au niveau local ou même par les Nations Unies d'un quelconque mécanisme juridictionnel du type tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tribunal international pénal pour le Rwanda, ou même les chambres extraordinaires du Cambodge ou tribunal spécial pour la Sierra Leone. En 1997, le nombre de morts évoqués par les rapports des organismes indépendants nageait autour de 6 millions. Les années 2000, on nageait dans les 10 millions et effectivement, à un moment, on a arrêté de compter. Hein? On a effectivement arrêté de compter parce que, bon, à un moment, on se disait est-ce que ça vaut la peine de continuer de compter alors que l'action de justice traditionnelle n'est pas mise en œuvre. Donc, depuis, les victimes réclament en vain justice. Ce sont plutôt les lois d'amnistie et la prime à la Kalachnikov qui étaient les échos que ces victimes recevaient de leurs cris de détresse, en plus de l'inaction au niveau onusien. Alors, le concept de justice transitionnelle est appréhendé dans le rapport mapping comme l'administration de la justice pendant une période de transition. Vu sous cet angle, il comprend un éventail complet de divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, ça c'est de 1, de rendre la justice, ça c'est de 2, et de permettre la réconciliation. Parce qu'après un scénario où les crimes graves sont commis et puis à une échelle aussi énorme, il est important effectivement que les femmes, les hommes de cette société puissent se réconcilier. Et c'est là, puisque l'on n'est plus dans cette période de transition politique et que la définition même de justice transitionnelle suppose effectivement une justice de transition où on quitte une étape A vers une étape B, la question est maintenant, a-t-on raté le train de réparation des victimes des crimes internationaux commis en RDC? C'est comme on le sait, la période de transition politique en République démocratique du Congo
a pris fin en 2006 hein, avec l'organisation des premières élections démocratiques. Alors la question est-ce que, vu que cette période de transition politique a pris fin, y a-t-il toujours lieu d'évoquer la question des justices transitionnelles qui implique indirectement cette période de transition? Donc, y a-t-il encore de l'espoir? Donc, je peux vous dire que effectivement, c'est avec ce questionnement à l'esprit que je vais présenter le plan de mon intervention. Et puis, effectivement, au niveau de la conclusion, je suis sûr que nous aurons quelques réponses à ces questions. Donc, très rapidement, je vais rappeler brièvement ce que c'est le rapport mapping. Des deux, je vais dire pourquoi continuer à en parler jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi continuer à parler du rapport mapping jusqu'à aujourd'hui? Le rapport mapping énumère des crimes qui sont commis entre 1993 et 2003. Il a été rendu public en 2010. Pourquoi continuer à en parler aujourd'hui? Et des trois, très brièvement, je vais évoquer les recommandations du rapport mapping. Où en sommes-nous? C'est même le titre de ces webinaires. Je vais évoquer notamment le mécanisme juridictionnel. Et le quatrième point, c'est effectivement la base de cette intervention. Je vais parler des justifications immanentes des non-mises en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. À ce niveau-là, j'évoquerai la question de la cristallisation des violations et des gains économiques des acteurs impliqués, notamment les cas du Rwanda et de l'Ouganda. Et enfin, j'évoquerai la nature intrinsèque, rédhibitoire même du droit international pénal, malgré son évolution et sa domestication dans les systèmes juridiques internes. Donc, très rapidement, le rapport mapping comprend une description de plus de 6000 incidents violents survenus sur le territoire de la République démocratique du Congo entre mars 1993 et juin 2003. Chacun de ces incidents suggère la possibilité que des graves violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire étaient commises. Chacun des incidents répertoriés s'appuie sur au moins 2 sources indépendantes identifiées dans le rapport. Un incident non corroboré s'appuyant sur une seule source, aussi grave soit-il, ne fait pas partie du rapport mapping. Ce qui fait que tout ce qui est répertorié dans le rapport mapping, ce sont des cas effectivement documentés suivant une méthodologie rigoureuse déterminée par l'équipe qui en a eu la charge. Donc, plus de 1500 documents relatifs aux violations de droits de l'homme commises durant cette période ont été rassemblés et analysés en vue d'établir une chronologie par province des principaux incidents violents rapportés. Seuls les incidents dont le niveau de gravité était suffisamment élevé selon l'échelle de gravité développée dans la méthodologie définie par l'équipe ont été retenus. Donc, c'est ça le rapport mapping. Pourquoi continuer à parler de ces rapports qui évoquent des crimes commis entre 1993 et 2003? La réponse est simple. C'est d'abord parce que jusqu'à ce jour, l'impunité perdure. La justice contre les crimes internationaux ne fait toujours pas partie de l'agenda et de l'offre politique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Au niveau panafricain, la question est en train de se faufiler, de se frayer un chemin, notamment depuis que le docteur Denis Mukwege a eu le prix Nobel, parce qu'il fallait effectivement que la question prenne le devant, mais il faut encore continuer à faire plus. Vous vous souviendrez que l'actuel président de la République, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, a inauguré son mandat en déclarant ne pas vouloir fuir dans le passé. C'était effectivement le désespoir pour la communauté qui espérait qu'un candidat de l'opposition prenne enfin les choses en main pour faire avancer la question de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. L'impunité jusqu'à ce jour, c'est les victimes et la société congolaise n'ont pas bénéficié de justice ni de réparation.
On le sait, hein, que les réparations, il y en a de plusieurs formes. Nous avons la restitution, qui est le modèle par excellence de réparation, en tout cas dans l'état matériel pur. Nous avons l'indemnisation, qui suppose l'évaluation économique, hein, surtout financière, d'un dommage subi. Nous avons la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition. Il a été démontré, notamment dans d'autres scènes où les crimes graves ont été commis en Amérique latine et ailleurs, que la garantie de non-répétition, surtout lorsque les criminels impliqués viennent demander pardon aux victimes et proposent de ne plus répéter la commission de ces crimes, cela avait un effet effectivement psychologique important dans la restauration socio-psychologique des victimes. Donc au Congo, on n'a bénéficié d'aucune forme de réparation. Les victimes ont été délaissées à leur compte. Donc, le rapport mapping constitue le fondement des rapports sophistiqués établis à partir de 2004 jusqu'à ce jour. Donc, la société civile, les Congolaises et Congolais n'ont pas taillé d'initiative. Parce que vu que le rapport mapping inventorie les crimes graves commis jusqu'en 2003, ils ont élaboré d'autres rapports parce que jusqu'à présent, les crimes continuent à se commettre et ils se sont effectivement fondés sur c'est pour ça, effectivement, que c'est important de continuer à parler du rapport mapping qui constitue ce socle, ce fondement sur lequel se basent les autres rapports. Et même récemment, lorsque vous lisez le rapport qui a été publié très récemment, il y a exactement 3 jours, où effectivement les mêmes méthodes, hein, du Rwanda et de l'Ouganda, d'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo pour effectivement perpétuer les crimes sur les victimes, ont été également reprises dans le rapport récent de l'ONU. Donc, le rapport mapping, effectivement, est cette Bible qui va permettre à ce que la justice soit rendue de manière effectivement objective en République démocratique du Congo. Très rapidement, je vais évoquer quelques recommandations du rapport mapping. Le rapport mapping est revenu sur la nécessité de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, en vue effectivement, dans le cadre de l'instauration de justice transitionnelle. L'existence d'une obligation par tous les États de poursuivre les auteurs des violations répertoriées dans les rapports mapping est établie et figure parmi les recommandations phares. On a des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies au niveau panafricain, au niveau de la SADC, la Southern African Development Community, de l'Union européenne, de la CIRGL, et même au niveau bilatéral entre États, il est effectivement, on réitère cette obligation par les États de poursuivre les crimes internationaux commis en RDC et répertoriés dans le rapport mapping. Sur le plan juridictionnel, le rapport mapping propose l'option d'un tribunal mixte. Un tribunal mixte suppose une juridiction siégeant dans le pays même où les crimes ont été commis, créé par un traité conclu entre l'État sur le territoire duquel les crimes ont été commis et l'Organisation des Nations Unies. En vue de réduire les coûts, certaines dispositions pourraient être envisagées dans le cadre de l'instauration d'un tribunal mixte. Alors, cette juridiction pourrait siéger au pays. Dans les rapports mapping, on a proposé qu'une telle juridiction siège plutôt au centre pour effectivement faciliter l'accueil de témoins, des locaux, parce que quand c'est au pays, les pays vont fournir des locaux, les magistrats du pays vont jouer un certain rôle et effectivement, le personnel judiciaire sera également impliqué avec les citoyens de la RDC. Donc, c'est là l'avantage, effectivement, que les lieux où les crimes ont été commis sont les mêmes lieux où l'administration de la justice est effective. Il y a également l'option d'un tribunal international ad hoc du type tribunal international pour le Rwanda ou bien l'ex-Yougoslavie.
Alors, la tendance claire et constante de la justice transitionnelle, effectivement, c'est concentrer sur la poursuite pénale de ceux qui portent la plus grande responsabilité. Un peu les intouchables au niveau local. C'est comme ça que l'option d'un tribunal international est plus soutenue parce que déjà au Congo, et je vais effectivement revenir sur ces aspects, on ne voit pas dans quelle mesure les personnes impliquées dans les crimes vont promouvoir ou accompagner l'idée de création d'un tribunal mixte entre la RDC et l'ONU. Donc, la volonté au niveau de la RDC va faire défaut et donc c'est comme ça que les gens poussent pour qu'il y ait création d'un tribunal international du type TPIR au Rwanda ou bien TPIY en ex-Yougoslavie. Alors, je vais ici maintenant évoquer ce que je considère comme la partie centrale de cette intervention. Quelles sont les justifications immanentes des non-mises en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo? Commençons par la question de la cristallisation des violations et gains économiques des acteurs impliqués. Dans le rapport mapping, spécialement au niveau de dans le rapport mapping, spécialement au niveau du chapitre 3, de la section 2, il y a des actes de violence liés à l'exploitation des ressources naturelles qui est effectivement posée. Donc, il y a les violences des droits de l'homme, des droits internationaux humanitaires liés à la lutte pour le contrôle des ressources naturelles, des violations des droits de l'homme liées à l'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles comme facteur de prolongation du conflit. Alors, cette partie est effectivement importante parce que quand on lit cette partie, on sait effectivement voir comment les autres rapports sur la même question sont revenus effectivement sur le fait que l'exploitation, les crimes commis au Congo ne le sont pas sans motif valable. Donc, ce sont des crimes qui sont commis effectivement parce que il y a derrière l'agenda consistant à exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Les acteurs ont créé et maintenu des relations d'affaires. Déjà, depuis l'avancée de l'AFDL, les groupes armés ont pris goût à l'exploitation des ressources naturelles et ont maintenu des structures d'organisation pour perpétrer la violation. Et effectivement, c'est dans ce cadre que les crimes continuent à être commis, spécialement dans les zones occupées. Les États agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda, pour parler de ces deux États seulement, ont envoyé leur population dans la partie est du pays. Et avec effectivement le phénomène de mixage dans les forces armées, ces personnels étrangers est devenu congolais. Et à un moment, ce ne sont pas, hein, à un moment, quand on documente les rapports pour dire que ce sont des FARDC, à un moment, sont en train de tuer les populations civiles, au fait, ce sont des étrangers en tenue des FARDC, hein, pour être beaucoup plus concret. Les rapports CASEM sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo les démontrent. Il y a environ 50 000 individus de nationalité rwandaise qui sont restés en République démocratique du Congo et ces individus sont aujourd'hui des Congolais. Donc, on ne peut pas, sur base de la Constitution et des preuves que ces gens détiennent pour leur renier la nationalité. Donc, ces gens, effectivement, ont mis en place une structure d'exploitation ayant en toile de fond la commission des crimes graves pour perpétuer le même condition. Les lois d'amnistie n'ont pas aidé le pays à avancer également, parce qu'à travers les lois d'amnistie, dans les zones occupées, le personnel administratif qui a été désigné
a été incorporé dans le personnel administratif total de la République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'un administrateur du territoire, par exemple de Rutshuru, désigné par le Rwanda, ou un administrateur du territoire à Aru, désigné par l'Ouganda, devient de facto administrateur du territoire de la République démocratique du Congo lorsque les lois d'amnistie et les accords de paix sont signés. Alors, sur le papier, il y a harmonisation, les gens, ils deviennent des nationaux et on suppose, c'était ça l'idée effectivement au départ, on s'est dit qu'effectivement ça va permettre d'instaurer la paix, mais cela n'a jamais été le cas. Effectivement, une paix sans justice ne peut effectivement être durable. Alors, une autre raison profonde de non-mise en œuvre de la justice internationale pénale en République démocratique du Congo est liée à la nature même du droit international pénal. La justification de l'échec de mise en œuvre des justices pénales contre les crimes internationaux en RDC se fonde sur le postulat suivant. L'effectivité de la justice internationale est tributaire, et c'est sa caractéristique intrinsèque, de la coopération des États. Ainsi, pour organiser cette justice, le droit international pénal nécessite de s'appuyer sur les vainqueurs. Le gouvernement en place, à travers les mécanismes de coopération, soit forcés, soit de bonne foi. Et au Congo, c'est ce que je vais démontrer, il n'y a pas eu de vainqueurs. Il y a eu une situation où les gens se sont mis ensemble sur la table pour effectivement décider de l'avenir du pays. Vu qu'il n'y avait pas eu de vainqueurs, ça devient un problème majeur pour mettre en œuvre la justice internationale pénale parce que c'est sur les vainqueurs que cette justice s'appuie. C'est une caractéristique immanente liée à la justice. Alors, pour le démontrer, je vais vous évoquer le cas de l'ex-Yougoslavie. En ex-Yougoslavie, le problème politique a été résolu par la victoire d'un camp sur l'autre. L'ONU est intervenue et l'OTAN, et sur cette base, on a eu la victoire d'un camp sur un autre camp. Et à la suite, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a été institué pour effectivement poursuivre les crimes commis par l'autre camp. La situation au Rwanda. Le conflit au Rwanda s'est soldé par la victoire du FPR sur l'autre camp. Et c'est à la suite de la mise en place par le FPR d'un gouvernement de transition où le président actuel était vice-président et ministre des Défenses. Il a fait en sorte, effectivement, plus tard, à partir de 2000, d'être désigné président et voilà, il est resté jusqu'à ce jour. Donc, c'est à la suite de cela que la justice pénale a été mise en œuvre pour juger notamment les génocides rwandais et les autres crimes graves commis au Rwanda. Le cas du tribunal de Nuremberg, le cas du tribunal de Tokyo, le cas des chambres extraordinaires africaines qui ont servi pour juger l'ancien président tchadien Hissène Habré, le cas du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Quand on sait voir tous ces cas, derrière, il y a la victoire d'un camp sur l'autre. La résolution du problème politique qui se résout par la victoire d'un camp sur l'autre. Alors qu'en République démocratique du Congo, cela n'a pas été le cas. Donc, on a vu plutôt, on a assisté plutôt à des accords de paix qui ont servi à légitimer l'impunité sous forme de droit. Donc, ces accords d'amnistie, les accords de paix entre différents groupes armés impliqués dans des violations graves ont consacré l'impunité et c'est pour moi en tout cas la raison fondamentale qui fait que la justice
international pénal n'a pas pu, les camps du gouvernement, occupés notamment par des auteurs graves cités dans le rapport mapping, le camp du RCD avec tous les crimes qu'ils ont commis, le camp du MLC pour ne citer que ceci. Donc, dès qu'on a une entente pareille, il n'y a plus lieu, il n'y a plus de motivation pour ces acteurs de faire en sorte qu'un tribunal soit installé parce que ce n'est pas à leur intérêt. Et on a l'anecdote, c'est avec l'ancien président soudanais, Omar El-Béchir, lorsque il devrait être jugé à la CPI, c'était lui le président de la République. Alors, lorsque la Cour pénale internationale enquêtait sur la situation en Ouganda, donc on a demandé au président de la République soudanais de remettre à la CPI l'incriminé Omar El-Béchir. Donc, il devait lui-même signer un document où il se remettait effectivement à la Cour pénale internationale. Donc, c'est pour moi à cause de ces contextes particuliers des résolutions de la crise politique en République démocratique du Congo qui fait effectivement que effectivement on n'a pas pu avoir la justice en RDC. Alors la question se pose maintenant, comment avoir la victoire dans le contexte congolais? Et pour moi, la réponse est simple. C'est là effectivement l'intervention de tout le monde est nécessaire. Nous devons atteindre une masse critique à travers la diffusion rapport mapping et des autres rapports sur la justice traditionnelle en République démocratique du Congo. Plus on va atteindre un nombre important de gens qui vont avoir cette information, plus effectivement la question va s'inviter dans les débats des sociétés et les débats politiques. Nous devons, je l'estime également, comme solution pour arriver à une victoire aussi en République démocratique du Congo d'un camp, avoir une certaine implication politique, implication dans le processus politique. Ainsi, la justice traditionnelle va faire partie de l'agenda d'un camp politique et que ce camp va proposer à la société congolaise. Donc, à ce titre, j'invite donc chaque Congolaise et Congolais, chaque ami de la République démocratique du Congo épris des justices, effectivement, à faire en sorte que le contenu de ces rapports soit mis à la place et dans des formats qui soient facilement compréhensibles par le commun des Congolais et des intervenants pour que la question s'invite et de s'impliquer dans les processus politiques pour proposer aux Congolaises et aux Congolais l'offre politique de justice transitionnelle dans le processus politique en République démocratique du Congo. Donc, à ce titre, je vous remercie encore une fois de votre attention et voilà, je suis à votre disposition pour des échanges continus à la suite. Merci beaucoup. Merci, prof, pour cet exposé. Donc, bien entendu, nous avons des questions. Je ne sais pas si la charité bien ordonnée me permettrait de commencer par les miennes. Donc, une question d'actualité. Nous avons récemment vu le procureur de la CPI venir à Kinshasa, signer des accords. Est-ce que, à la lumière de cette visite, on peut espérer un début d'application, peut-être des recommandations du rapport mapping? Si vous pouvez nous en dire un peu plus pour ce que vous en savez. Merci, merci beaucoup, M. Edgar, pour la question. J'aimerais d'abord préciser le contexte dans lequel le procureur de la CPI est venu en République démocratique du Congo. Il n'est pas principalement venu pour promouvoir la question de la justice transitionnelle ou notamment en ce qui concerne le rapport mapping. Il est principalement venu pour appuyer les efforts du gouvernement congolais dans le conflit avec le Rwanda, notamment le M23, pour mettre plus de pression, pour montrer effectivement que si le Rwanda continuait de soutenir le M23, il y a risque effectivement que des
officiels rwandais soient poursuivis et les officiels du M23, notamment dans le massacre de Kishiché et d'autres massacres où le M23 a été impliqué. Donc, c'est ça, c'est le cadrage d'abord de la mission. Alors, quand Je vais essayer de le rejoindre, si vous le permettez. Parfait. Je vois qu'il essaye de se reconnecter. je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Allez-y, on vous avait perdu Ah, ok, pendant d'accord. quelques secondes. Allez-y. Oui, ok, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que la mission principale pour laquelle le procureur euh, de la Cour pénale internationale est venu en République démocratique du Congo, c'était à la demande de notre gouvernement congolais, dans les cadre des efforts diplomatiques que le gouvernement met pour mettre plus de pression sur le Rwanda pour que le Rwanda arrête de soutenir le M23. C'était d'abord ça, la mission principale pour laquelle le procureur de la CPI est venu, effectivement, pour dire aux officiels du M23 et du Rwanda que s'ils poursuivaient d'agresser la République démocratique du Congo, eh bien, ils vont se retrouver derrière le barreau. Effectivement, quand un procureur de la CPI arrive dans un pays comme la République démocratique du Congo, où des crimes graves ont été commis et où la justice n'a jamais été rendue, c'était évident que dans son agenda, qu'on ajoute effectivement la question des justices de façon globale en République démocratique du Congo. Donc, je suis, pour moi, je reste, je suis pas pessimiste. Hein. Je me dis que si on peut trouver une option pour profiter de ce que, qui a été proposé, et effectivement, la question de la justice au niveau global peut être placée au menu des échanges au niveau politique. Mais c'est encore compliqué parce que, rappelez-vous, je viens de le dire, hein, l'arsenal sécuritaire et politique est encore influencé en République démocratique du Congo largement par des acteurs impliqués dans des crimes répertoriés dans le rapport mapping et les autres rapports subséquents. Donc pour ça, ces officiels, effectivement, vont continuer à peser, à toujours peser de leur poids pour qu'il y ait des questions plutôt sélectives, comme ça a été le cas avec la visite du procureur de la CPI, pour qu'on s'attelle, par exemple, plutôt à la question, par exemple, du massacre de Kishiché et non, par exemple, du massacre de Kasika commis et répertorié dans le rapport mapping parce que, bon, il y a des officiels de poids lourds de l'Union sacrée qui sont impliqués. Donc, c'est l'analyse, effectivement, que je porte sur la question. Merci. Question de M. Emmanuel Ndimouiza. La question est la suivante. Quelle est la force contraignante et coercitive du rapport mapping pour que les auteurs soient punis? Quelles sont les actions pratiques que nous pouvons faire en tant qu'acteurs, j'imagine, de la société civile, pour contraindre les Nations Unies? Alors, pour contraindre les Nations Unies, je vais commencer par là. Pour contraindre les Nations Unies, il faudrait arriver à créer une masse critique. Il faut qu'il y ait un grand nombre de Congolais, d'Africains, de citoyens du monde qui comprennent ce que c'est le rapport mapping, comprennent les implications
de laisser une société comme la RDC demeurer sans justice ou des crimes aussi. Parfois, quand on parle de crimes graves commis en RDC, c'est facile, au fait, de le dire ainsi. Mais quand on commence à décrire, à dépecer chaque crime, c'est là, effectivement, qu'on sait percevoir l'animalité dans les chefs des auteurs de ces crimes. Et comme je le dis, effectivement, le rapport mapping, c'est juste un rapport. C'est tout. Ça n'a pas de force contraignante. En revanche, c'est une base fondamentale sur laquelle peut se servir l'ONU et les autres acteurs étatiques ou intergouvernementaux pour instituer un mécanisme qui va effectivement mettre fin à cette impunité. Rappelez-vous, chaque État a l'obligation, je dis bien l'obligation, ce n'est pas une faculté, chaque État a l'obligation de poursuivre les crimes internationaux, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Donc, c'est une obligation pour les États. Et donc, lorsqu'il y a un document qui répertorie ces crimes, les États ne peuvent pas se cacher derrière je ne sais quoi. Parce que souvent, les États disent, OK, qu'on diligente d'abord une enquête pour préciser l'étendue des crimes commis, les acteurs éventuels impliqués. Maintenant, il y a un rapport qui est là. Et le rapport mapping a deux parties. Il y a la partie qui est accessible au public, qui répertorie les crimes, les lieux de commission, les contextes de commission. Et notre deuxième partie n'est pas rendue publique, où effectivement, on énumère les auteurs impliqués. Par exemple, quand on parle du massacre de Kassika, où on a enterré des femmes vivantes, dans l'autre rapport, on énumère les noms des officiels qui étaient là. Ce sont des Congolais et des Rwandais. Et l'autre rapport n'est pas rendu public. Donc, pour moi, l'action à mener, c'est effectivement cette prise de conscience, que nous puissions atteindre cette masse critique où le débat va devenir inévitable. C'est pour moi, en tout cas, l'action principale à mener quant à ceci. Merci. De la main levée de M. Jean Ouila, vous pouvez, si vous le souhaitez, parler. OK. Oui, merci beaucoup. J'aimerais que le monsieur puisse répondre à la question qui a été posée, la question qui vient d'être posée. Jusque-là, je ne suis pas vraiment convaincu à la réponse. Parce que votre question-là, c'était parmi la base, parmi quelques questions qui a fait que je sois aussi aujourd'hui là pour parler de ça. Mais par rapport à son intervention, je ne suis pas, il a été plus trop littéraire là-bas, mais je voudrais qu'il rentre dans le sens, dans la logique de la question qui a été posée, qu'il nous répond sur base de cela, parce que c'est ça, peut-être, c'est ça le fondamental, je crois. Donc, il nous répond à travers la question dont vous venez de poser. C'est ça ma préoccupation. Sur la force contraignante du rapport mapping, c'est ça? Exact. Parce que le rapport mapping en question, c'est un rapport, ça n'a pas d'effet. Maintenant, pour que ces rapports-là soient mis en exécution, c'est ça ce que nous voulons. Il faut qu'on fasse quoi? Oui. C'est ça l'idée. OK. Je l'ai dit, merci de revenir sur la question. Je l'ai dit effectivement de façon littéraire, comme vous le dites. J'étais en train de dire que le rapport mapping, et vous le soulignez également, ce n'est qu'un rapport. Ce rapport n'a pas de force contraignante pour obliger un État quelconque à... ce n'est pas un traité, c'est un rapport. Alors, les États agissent pas sur base des rumeurs, sur base des faits. Les rapports établissent des faits qui se sont commis. Alors, les États ont l'obligation de poursuivre les crimes internationaux. C'est une obligation. Pour poursuivre ces crimes internationaux, les États se fondent sur des faits. Et ces faits sont retrouvés dans des rapports documentés, dont le rapport mapping. C'est en cela que le rapport mapping est crucial et aussi important pour qu'on arrive effectivement à établir un mécanisme de justice en République démocratique du Congo. Alors, que faire? La question, effectivement, chacun peut répondre à cette question à sa façon ou selon
son axe d'intervention. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de trouver des mécanismes de diffusion de contenu de ces rapports. Les rapports mapping, c'est plusieurs pages, environ 500 plus. Hein? Le rapport Lutundula, plusieurs pages. C'est peut-être le rapport Kassem c'est juste environ 60 pages. Tous ces rapports, c'est plusieurs pages et les Congolais ne lisent pas tous ces rapports. Donc, il faudra, à mon niveau, que l'on arrive à un niveau où l'on synthétise. C'est un travail qui est en cours, mais à un niveau vraiment infra. Donc, qu'on mette effectivement ces rapports dans des formats qui soient accessibles au commun des Congolais. Que, par exemple, une maman vendeuse au marché Zigida à Kinshasa puisse, par exemple, dans une vidéo ou bien audio, ou bien résumé, hein, en tout cas, de quelques lignes, une page, une demi-page, lire et comprendre effectivement l'idée ou l'intégralité de ce qui est contenu dans le rapport et la nécessité effectivement pour ce qui est pour cette personne de poser des gestes allant dans le sens de soutenir les gens qui viennent appuyer la mise en œuvre de ces rapports. Donc, de façon concrète, effectivement, arriver, poser des actions pour atteindre une masse critique en République démocratique du Congo. Cette masse critique, c'est-à-dire lorsqu'on aura assez de Congolaises et de Congolais ayant connaissance des contenus du rapport mapping, les débats sur la justice en République démocratique du Congo vont s'inviter de la même manière que les débats sur d'autres questions importantes, mais pas aussi essentielles, prennent le temps des acteurs politiques. Donc voilà, en quelques mots, c'est que je pense de la question que vous avez posée. Merci. Merci, professeur. C'est effectivement le travail aussi que COPAX a effectué en essayant de traduire dans toutes les langues congolaises, les 4 grandes langues, un résumé du rapport mapping, et nous nous faisons très fort de pouvoir le divulguer à tous les Congolais. Je vois une main de M. Faustin Goubi Kitabamba. Allez-y, s'il vous plaît, mon frère. On ne vous entend pas. Vous devez ouvrir votre micro. Vous n'arrivez pas? Oui, j'essaye. Parfait. On vous entend. On vous a entendu quelques secondes là. Voilà. Là, c'est parfait. Allez-y. Merci. Bon, je disais merci pour la parole. Je voulais d'abord remercier le prof pour sa brève présentation. Alors, moi, j'ai ma question sur la masse critique parce que le prof lui-même a reconnu qu'il n'y a pas vraiment une volonté politique d'appliquer les rapports mapping, donc les politiciens, les dirigeants congolais des différents cycles qui nous ont précédés et même les dirigeants actuels n'ont pas la volonté politique de faire aboutir cette démarche de la matérialisation de la justice transitionnelle chez nous en RDC. Alors, je voulais savoir, il a parlé comme solution, nous devons arriver à une masse critique importante qui peut nous permettre de mettre à la place publique cette question de l'application des rapports mapping chez nous. Alors, je voudrais savoir si cette masse critique peut-elle être quantifiable? Peut-elle être quantifiable à chiffres pour que nous sachions si nous atteignons tel nombre, tel chiffre, la question peut attirer beaucoup d'attention et que nous pouvons arriver à l'application de cette justice. Merci. Monsieur Faustin, je vous remercie de votre question. Effectivement, la masse critique peut être quantifiable.
Mais atteindre la masse critique, ça ne se fait pas comme ça, automatiquement. Pour atteindre une masse critique, cela doit être accompagné par des actions concrètes qui soient effectivement réalisées avec une participation au processus politique. C'est soit la société civile qui s'implique ou alors des acteurs politiques prennent la question à main. Chaque parti politique a son agenda, son offre politique, une offre qu'on propose aux Congolais, selon ce qu'on estime quels seraient, par exemple, des besoins des Congolais. Et puis, chaque formation politique dresse son offre politique sur cette base-là, pour que, effectivement, l'offre passe et qu'ils aient énormément d'électeurs. Alors, si on arrivait à convaincre ou à faire en sorte que la majorité des Congolais ait l'information sur ce qui est dans le rapport mapping et les acteurs éventuels impliqués, effectivement, si on a un grand nombre, ça va arriver à un moment donné où si vous avez une offre politique à donner et que cette offre consiste à demander à ce que justice soit rendue pour les crimes commis en République démocratique du Congo, vous aurez effectivement une masse de gens qui vont venir soutenir votre proposition. Mais si on n'a pas assez de gens qui comprennent ce que c'est les rapports mapping, les contenus du rapport mapping, effectivement, ça va être difficile quand vous faites la proposition de cette offre politique que vous puissiez effectivement toucher les consciences des uns et des autres. Donc, les deux vont de pair. Il faut réaliser des actions pratiques sur le terrain en essayant, dans la mesure du possible, de cibler les mamans de marché, les taximens, les motards, ces catégories des Congolaises et Congolais, et effectivement venir proposer une offre politique qui suggère que justice soit rendue pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Ce qui fait mal parfois, c'est quoi? C'est-à-dire dans certains villages, surtout dans la partie est du pays, il y a certains villages qui ont été presque décimés et certains acteurs qui ont été impliqués dans ces violations graves viennent pour postuler et ils sont parfois élus. Parce qu'effectivement, bon, les gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a un grand rapport de plusieurs pages qui a été rédigé, mais qui effectivement ne leur est pas parvenu, ne leur est pas accessible, faute des actions à mener pour leur faire comprendre ce que c'est le contenu du rapport mapping, effectivement, ce que cela implique. Donc, en cela, j'espère avoir rencontré votre préoccupation. Merci beaucoup. Toujours dans la question de la masse critique. Vous et moi savons, par exemple, ce que le prix Nobel, de manière inlassable, continue son plaidoyer pour qu'il y ait une action sur les recommandations du rapport mapping. Malheureusement, rien de concret ne se fait encore dans le chef du gouvernement congolais. Est-ce que ne faudrait-il pas, et je réfléchis à haute voix, finalement que les acteurs de la société civile dans son ensemble puissent s'impliquer dans la politique? Vous avez fait allusion à l'implication dans le processus politique. J'imagine que c'était une manière très délicate de dire peut-être que les acteurs de la société civile devraient postuler pour devenir peut-être député provincial, député national, et in fine peser dans les débats, dans l'hémicycle parlementaire et porter cette question sur la table du gouvernement, à la rigueur l'imposer. Ne serait-ce pas une des solutions plus pragmatiques? Merci beaucoup, M. Edgar. Quand je parle de l'implication dans le processus politique, l'implication peut être considérée notamment à diverses facettes. L'implication dans le processus politique suppose effectivement que quand l'on va voter pour l'électeur, que l'électeur vote pour le candidat qui a fait une offre de justice pour la RDC. Ça, c'est un aspect d'implication dans les processus politiques.
cela aussi suppose qu'à quelqu'un qui va se faire élire, les candidats, il propose aux électeurs une offre qui inclut également la question de justice en République démocratique du Congo. Cela aussi suppose en dernier lieu, pour rencontrer notamment ce que vous venez de dire, que des acteurs de la société civile s'impliquent directement, qu'ils deviennent des candidats, parce qu'ils comprennent mieux cette question, qu'ils aillent proposer aux Congolaises et Congolais cette offre politique. Et à ce moment-là, effectivement, mener des actions pour que les gens comprennent cette offre consiste en quoi? Que les mamans du marché, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas facilement accès à plusieurs pages dans un rapport puissent également avoir une idée de ce que cela représente et savoir aussi les implications, aussi bien politiques qu'économiques, de l'impunité dans notre pays. Donc, il faudra effectivement que des gens aillent en politique, que les gens qui maîtrisent la question, que les gens qui portent cette question à cœur, qui s'impliquent, qu'ils aillent devant pour proposer. Et effectivement, ceux qui seront élus, ça va effectivement, pour rejoindre la question qui a été posée précédemment, ça va donner une idée quantifiable de, effectivement, des gens qui ont pris connaissance ou ont pris conscience de l'importance de la question de justice en République démocratique du Congo. Et effectivement, pour ceux qui ne seraient pas élus, on saura effectivement voir, par exemple, combien de voix ils ont eu pour avoir une idée sur effectivement le nombre de gens qui porteraient cette question. Donc, il y a encore peut-être des éléments quantifiables qui doivent être, des indicateurs quantifiables qui doivent être développés, mais de façon claire et nette, il faut s'impliquer dans le processus politique, il faut prendre les devants, il faut être des candidates et des candidats pour que la justice en République démocratique du Congo puisse finalement voir le jour. Parce qu'on ne peut pas remettre cette question à d'autres personnes. D'autres personnes ont d'autres idéaux. On a par exemple l'actuel président de la République qui a son idéal et pour lui, il ne peut pas fouiner dans le passé. Il faut que ce n'est pas ça à cœur. Donc, il va falloir effectivement qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent proposer cela. Donc, le président actuel a une autre offre politique et cette offre politique ne consiste pas à fouiner dans le passé. Il va falloir qu'on ait d'autres acteurs qui a effectivement proposé de fouiner dans le passé. Il faut qu'il y ait des députés à tous les niveaux pour proposer d'aller fouiner dans le passé parce que c'est important de ne pas bâtir une nation sur des squelettes des femmes et des enfants comme ça sans que rien ne soit fait. Merci, monsieur. Oui, merci. Donc, je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des questions. Je ne vois pas de voix de main levée. Donc, je pense qu'on va conclure sur cette note. Donc, je vous remercie. Avant de conclure, avec votre permission, bien sûr. Il y a des questions dans le chat. OK. Oh, bonjour, prof. Dans le chat. Ah, dans le chat, je ne l'ai pas vu. Il y en a dans le chat. J'en avais pris quelques-unes tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre-temps. Ah oui, professeur, mais posez-la vous-même, hein, puisque allez-y, professeur. Est-ce qu'il m'entend? OK, je vais lire la question, professeur Kilele. Dès lors que les crimes contre l'humanité sont identifiés dans le rapport Mapping, n'a-t-on pas là une obligation de la part du gouvernement congolais de déclencher des enquêtes approfondies et éventuellement engager des poursuites et sanctions? Au-delà de l'ONU, le gouvernement ne serait-il pas le premier complice du silence dans l'indifférence sur les crimes commis sur notre sol? Est-ce que c'était clair ou vous voulez que je répète? Merci beaucoup de la question et la réponse est simple. Et la réponse est oui. Le gouvernement congolais, c'est important de
d'avoir à l'esprit l'essence de justice pénale internationale. Les destinataires par excellence des règles de justice internationale pénale, ce ne sont pas des petits lieutenants, des petits capitaines, non, non. Ce sont des gens dont la justice nationale peut difficilement se saisir. Ce sont des gens comme des présidents de la République, des chefs d'état-major, des gens qui sont tellement influents, tellement puissants, et dont la justice ne peut pas effectivement facilement se saisir. Donc, on a vu parfois, il y a par exemple les cas de l'affaire Batoumi, qui est un député qui a été jugé. Mais et ça, c'est au niveau effectivement national. On peut cibler les petits poissons pour m'exprimer ainsi. Mais par essence, les destinataires par excellence des normes de justice internationale pénale, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont des gens qui sont tellement puissants au niveau interne et donc pour rendre effectivement justice, ça va être problématique. Alors, quand on parle du gouvernement congolais, il faut voir les animateurs de ce gouvernement. Le gouvernement congolais, c'est abstrait. Il faut parler des animateurs du gouvernement congolais. Et à un moment donné, ces animateurs sont composés des gens qui sont impliqués dans les crimes qui sont commis. Et à ce niveau-là, effectivement, vous ne verrez pas les gouvernements congolais demander ou poser des actes concrets pour que, effectivement, justice soit rendue, et au niveau interne et au niveau international. Donc, les gouvernements, effectivement, complices du silence, on sait le voir quand les gens sont... mais c'est vraiment grave. On ne sait même pas pleurer, on ne sait même pas donner l'importance à nos morts. Il y a eu plus de 6 millions de morts, plus de 10 millions. Il n'y a pas de mémorial, il n'y a rien, il n'y a pas de journée pour pleurer, il n'y a rien en fait. Et vous comprenez que le gouvernement ne souhaite pas que cette question traverse les esprits des Congolaises et des Congolais, pour la simple raison que les acteurs gouvernementaux sont impliqués et ce serait effectivement pas bien pour eux de se retrouver derrière les barreaux. Donc, professeur Massoana, effectivement, oui, notre gouvernement est complice du silence sur les crimes et les besoins de justice contre ces crimes internationaux. Une autre question du professeur Massoana. En parcourant le rapport mapping, il y a des crimes dont on peut facilement identifier les auteurs, dont certains se retrouvent à des postes clés des institutions publiques. Cette triste réalité ne joue-t-elle pas aussi contre la crédibilité des appels timides du régime de RDC quant aux mécanismes de justice tels que recommandés par le rapport mapping? Vous avez un peu répondu à ça, mais allez-y quand même. Je vous suis, il y a interruption, vous pouvez répondre s'il vous plaît? Certainement, en parcourant le rapport mapping, il y a des crimes dont on peut facilement identifier les auteurs, dont certains se retrouvent à des postes clés des institutions publiques. Cette triste réalité ne joue-t-elle pas aussi contre la crédibilité des appels timides du régime RDC quant aux mécanismes de justice tels que recommandés par le rapport mapping? Merci beaucoup de la question. Les États agissent par voie d'actes. Les appels sous forme de déclarations coulées en actes sont également des actes. Mais les appels simples, où le gouvernement manifeste l'intention de voir que des crimes soient... ça ne compte pas en droit international. Donc, un appel, c'est un acte, ça doit être un acte. Hein. On se souvient, depuis 2005, l'ancien président Kabila faisait parfois pour dire, voilà, nous souhaiterions que la justice soit rendue contre les crimes commis, mais il n'y a jamais eu d'acte concret posé par l'ancien président pour dire, bon, voilà, on souhaiterait que ces crimes soient poursuivis. Voilà, nous, gouvernement congolais, nous écrivons à la CPI ou bien à l'ONU
C'est à chaque fois des cas spécifiques. On fait des sélections, des cas qui ne les concernaient pas, ou des cas des gens qui ne sont plus effectivement en termes avec. On en a vu dans la situation en Ituri, on a vu avec Bosco Ntaganda, qui était d'abord protégé et puis plus tard relâché lorsqu'il constituait, il est devenu une menace au pouvoir à Kinshasa. Donc, il n'y a pas. Donc, les appels timides, c'est une qualification peut-être de la société civile, mais pour moi, c'est un silence. C'est un silence parce qu'il n'y a pas d'acte que le gouvernement congolais a pris pour demander à ce que les crimes commis en République démocratique du Congo soient poursuivis. Merci. Je sais qu'en Belgique, il y a une loi sur l'universalité, quelque chose comme ça, où il est possible, par exemple, à un groupe d'individus de porter plainte par rapport à des crimes qui ont été commis partout dans le monde. Est-ce que ça ne serait pas un moyen pour la société civile de pouvoir faire pression sur le gouvernement de finalement agir si, par exemple, certaines affaires seraient portées en utilisant cette loi belge? Vous avez raison. C'est ce serait une bonne initiative où effectivement il y aurait un groupe des juristes pour analyser les systèmes de répression des crimes internationaux qui existaient et qui effectivement exploiteraient les vides dans ces systèmes pour mettre la pression sur le gouvernement congolais. Ça peut être le cas au niveau africain, au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Ça peut être également le cas dans certaines juridictions nationales qui ont des compétences universelles. Donc, ce serait vraiment une initiative à louer s'il y avait un groupe de juristes qui s'appesantiraient sur cette question pour explorer les brèches dans les systèmes juridictionnels au niveau africain et à des niveaux internes des différents États pour mettre la pression, c'est-à-dire lancer des actions pénales contre soit le gouvernement congolais en constatant effectivement son silence ou son omission d'agir contre la répression des crimes graves en République démocratique du Congo ou en ciblant certains individus où les crimes tels que documentés, répertoriés dans le rapport mapping peuvent facilement effectivement mener à ces individus-là. Donc, ce serait une initiative vraiment heureuse qui effectivement raviverait les espoirs perdus des victimes succombées abominables. Donc, sur cette note, nous allons terminer ce webinaire. Professeur Kilele, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Ce n'est certainement pas la dernière fois que nous allons vous avoir. Comme je l'avais annoncé au début de ce webinaire, nous allons reprendre avec les bonnes habitudes et nous allons développer très certainement des thèmes qui sont en relation avec l'actualité. Que voulons-nous de la RDC de demain en matière économique, en matière de justice, en matière de droits de l'homme? Nous aurons besoin de vos compétences pour pouvoir nous éclairer sur ce que devait être le Congo de demain. Merci encore une fois à tous d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. Encore une fois, si vous êtes intéressé par notre combat, rejoignez-nous, allez sur copax.org, cliquez sur adhésion et vous répondrez à l'appel des artisans de la paix que nous sommes et de notre personnalité de référence qui est le Dr Mukwege. Merci et bonne journée ou bonne soirée à vous tous selon votre fuseau horaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.